Donc en effet, je suis neurochirurgien à la Fondation Rothschild et donc j'implante du matériel de neuromodulation, je vais le détailler. Et bon, je confirme qu'à partir du moment où on utilise du matériel de neuromodulation, on est confronté à la problématique des infections. Et alors, juste pour un petit rappel, de savoir quel type de matériel on parle en neuromodulation chez les patients en situation de handicap. Alors, bien évidemment, c'est principalement la pompe intrathecale, comme vous pouvez le voir, majoritairement à baclofène. Mais il peut y avoir aussi d'autres types de matériel implanté. Je ne vais pas tous les détailler, mais en ce qui concerne la neurostimulation, il s'agit principalement de la stimulation médulaire. Alors, j'imagine que vous en avez entendu parler parce que de plus en plus, les travaux de Grégoire Courtine chez les patients qui sont paraplégiques et pour lesquels on implante une stimulation médulaire pour essayer de récupérer une marche commencent un petit peu à se diffuser. Et donc voilà. Mais sinon, c'est principalement utilisé pour la douleur chronique. Et la stimulation cérébrale profonde, où là, on va implanter des électrodes au niveau du cerveau en fonction de la pathologie du patient. Alors, principalement, soit les dystonies, soit les maladies de Parkinson, avec un générateur de stimulation qui est aussi sous la peau. Donc, voilà les principaux matériels que l'on peut être amené à utiliser. Les complications, quand on implante du matériel, elles peuvent être de deux types. Les principales, les plus courantes, biologiques, majoritairement les infections, sont ce qu'on va détailler aujourd'hui. Ça peut être aussi des fuites de LCR. Alors là, c'est plutôt pour les pompes intrathecales, puisqu'on va aller fonctionner dans l'espace intrathecal. Les hématomes, bien évidemment, et même si c'est quand même relativement rare, plutôt des hématomes au niveau de la loge de la pompe. Et plus tardivement peuvent apparaître de la fibrose ou des granulomes, surtout au niveau du cathéter, qui peuvent être amenés à obstruer le cathéter. Sinon, il peut y avoir aussi des complications directement techniques sur le matériel, soit une migration ou une déconnexion, une rupture de cathéter ou d'électrode, soit une douleur induite par le matériel. Ça peut se voir. Alors, pour les patients essentiellement qui sont très minces, parfois le matériel, surtout les pompes, elles ont quand même un certain volume et certains générateurs de stimulation aussi peuvent vraiment être sensibles au niveau de la cicatrice et parfois au niveau des connexions. Donc nous allons plutôt détailler ce matin les infections. Alors, pour deux raisons. Déjà, ça pose un problème majeur sur le plan humain, puisque dès qu'il y a une infection, en général, on va le voir, on est obligé de retirer le matériel, de traiter par antibiotiques. Donc, ça fait des réinterventions, une prolongation de l'hospitalisation, un traitement par antibiotiques prolongé et potentiellement des réinterventions. Donc, ça a un impact humain majeur pour le patient. Et ça a aussi un coût socio-économique du fait de la prolongation de l'hospitalisation, des réinterventions et aussi du matériel. On considère à peu près que ce coût-là est chiffré, alors c'est plutôt des études américaines, mais chiffré autour de 60 000 $ pour les Américains en termes de coûts supplémentaires liés à une infection. Donc c'est conséquent et pour le patient et pour le coût socio-économique. Alors, en ce qui concerne les pompes intrathecales, puisque c'est la majorité du matériel que l'on va implanter chez les patients en situation de handicap. Principalement, le baclofène, peut y avoir aussi des associations avec de la morphine, mais c'est beaucoup plus rare. Alors, en ce qui concerne les infections sur les pompes intrathecales, dans la littérature, on voit un taux d'infection qui peut aller de 3 à 10%, c'est beaucoup. Alors, sur les revues les plus récentes, on est plutôt autour de 6%. Donc, ça veut dire qu'on peut encore s'améliorer et diminuer ce taux d'infection. C'est bien évidemment la principale cause d'explantation. Et on sait qu'il y a des facteurs de risque, pas que liés aux patients, mais ceux qui sont liés aux patients, c'est vraiment les antécédents de diabète, d'immunosuppression, aussi la consommation de tabac, c'est connu, c'est pas que pour les patients, pour les pompes d'ailleurs, les antécédents d'infection du site opératoire, bien entendu, et la dénutrition. Ça a été démontré. Alors, on a eu une étude toute récente avec un article qui vient d'être accepté et qui va être bientôt publié avec l'équipe de Garches, mais aussi de Beaujon et la Fondation Rothschild. On a repris tous les patients, donc c'était un travail avec Aurélien Dean et Karim Jaffal, tous les patients qui ont été implantés dans nos centres entre 2017 et 2024. Donc c'est une étude rétrospective certes, mais on a réussi quand même à récupérer énormément de données et cela concerne 300 patients au total. Donc ça permet d'avoir quand même des données assez importantes. Et donc le taux d'infection sur toutes ces années-là, c'est 6,3%. Donc 19 patients sur les 302 qui se sont infectés. Ce que cette étude a montré, alors il y a des données un petit peu
différentes par rapport à ce qui est connu dans la littérature. Alors déjà, ça concernait principalement des hommes. Donc, c'était un facteur, parmi les facteurs liés à l'infection. L'âge inférieur à 50 ans était un facteur. C'était principalement des patients qui avaient un handicap, une paraplégie suite à un traumatisme médulaire par rapport à une autre pathologie type sclérose en plaques ou autre pathologie neurologique. Au-delà du tabac, la consommation d'alcool aussi a été retrouvée comme ayant un impact significatif. Et bien évidemment, les antécédents d'infection du site opératoire, mais ça, c'est pas nouveau, c'est assez connu. Donc, ça apporte des données qui ne sont pas inintéressantes. Et alors aussi, ce qui m'a surpris, moi, parce que quand on a repris toutes les données, c'est qu'il s'agissait principalement de changements de pompe, exceptionnellement sur une primo-implantation, mais c'était vraiment sur les changements de pompe qu'on voyait le plus grand taux d'infection. Et donc ça pose la question aussi en fait un facteur mécanique, puisque quand on change la pompe, on se remet sur le même site. Donc la peau est fragilisée, même si la chirurgie se fait une fois tous les 7 ans, puisque la pompe a une durée de vie de 7 ans. Mais et c'était souvent des patients qui en étaient à leur troisième, voire quatrième changement de pompe, avec probablement une peau qui cicatrise moins bien. Et comme on sait que la pompe a quand même un certain volume, je pense qu'il doit y avoir un effet mécanique et qui peut éventuellement expliquer que ça concerne principalement des patients avec changement de pompe et pas des primo-implantations. Si on compare aux données de la littérature, alors j'ai retrouvé 2 autres séries qui montraient des éléments un petit peu similaires, qui ont été publiées récemment, l'une en 2023 et l'autre en 2024. Donc pour la première, c'était sur 226 patients sur 7 ans. Alors, majoritairement des pompes à baclofène, mais ils avaient aussi associé des patients qui avaient été pris en charge pour une pompe à morphine, et avec un taux d'infection qui est à peu près équivalent pour les pompes à baclofène, à 6%, et un petit peu inférieur pour les pompes à morphine, à 4%. On peut peut-être imaginer que, parce que les changements de pompe à morphine, comme il s'agit de patients avec des douleurs de cancer, il y a moins de changements de pompe, et donc il y a une moins longue durée de patients porteurs d'une pompe à baclofène. Et les facteurs de risque étaient globalement similaires. Par contre, eux retrouvaient surtout sur des primo-implantations plutôt que des changements. Donc c'est la petite donnée qui était un petit peu différente par rapport à la nôtre. Et dans l'autre série, donc c'était pareil, 300 patients sur 20 ans avec un taux d'infection de 6%. Et eux ont retrouvé une corrélation avec un BMI qui était élevé. Bon, je ne sais pas si c'était parce que c'est les États-Unis, mais enfin, nous, on n'a pas retrouvé ce facteur-là dans notre série. Et eux avaient dissocié les infections des érosions cutanées. Nous, dans notre série, les érosions cutanées avaient été comptabilisées comme infections. Alors, et donc, juste pour détailler un petit peu les signes de symptômes sur une infection aiguë de pompe, parce que la très grande majorité des infections concernaient les patients dans le premier mois suivant le changement ou la pose de pompe. Donc 42% des infections étaient dans le premier mois, avec très souvent des signes cliniques qui sont assez marqués, à savoir un érythème, une collection douloureuse, voire un écoulement purulent. Et alors, la fièvre et les signes systémiques n'étaient pas constants. Et en général, par contre, quand il y avait de la fièvre et les signes systémiques, c'était vraiment un argument pour très vite aller sur une explantation. La méningite est fort heureusement très rare, 1% au total dans notre série. Donc, comme quoi, finalement, quand on les prend en charge rapidement, on diminue le risque de méningite. Finalement, le diagnostic est clinique. On peut faire un scanner injecté, une IRM, mais ça apporte peu d'éléments, ça n'est pas très informatif. Et souvent, c'est la prise en charge assez classique. On peut essayer un traitement conservateur si c'est vraiment très localisé et superficiel, mais ça arrive assez rarement. Le plus souvent, on est obligé de retirer le matériel. En fonction de la clinique, s'il n'y a pas de signe systémique, on peut donner 48-72 heures pour diminuer les doses de baclofène s'il a une forte dose de baclofène pour éviter le syndrome de sevrage. Mais parfois, on n'a pas le temps, on est obligé d'aller très vite. Et à ce moment-là, surtout, on se base sur s'il y a de la fièvre et s'il y a une élévation importante de la CRP, on va rapidement explanter. On fait des prélèvements par opératoire et ensuite, on traite sous antibiotiques et on fait une réimplantation à distance. Sur le délai de réimplantation, il n'y a pas vraiment de consensus. On essaye plutôt d'attendre 3 mois si c'est faisable. Parfois, ça nous est arrivé de réimplanter un petit peu plus précocement parce que le patient ne tolérait mal l'explantation de pompe. Et on a déjà réimplanté à 1 mois en se mettant bien évidemment de l'autre côté et cela n'avait pas posé de souci particulier.
Pour les infections retardées, ça peut arriver, donc on est à 26% dans l'année qui suit la chirurgie, avec souvent moins de signes systémiques et souvent en fait c'est vraiment un abcès localisé. Le diagnostic est un peu plus difficile. Voilà, là l'imagerie peut éventuellement aider. Et on a eu quelques cas, plus d'un an après la chirurgie, 30%. Alors souvent, c'était vraiment chez des patients qui étaient alités, c'était au niveau du site de la pompe, et c'était plutôt mécanique, en fait, avec une ulcération qui apparaissait sous la pompe, pas forcément directement sur la cicatrice, mais sous la pompe, et chez des patients souvent qui avaient un état cutané qui était assez fragile, et voilà, avec une rupture, en fait, qui s'est faite brutalement au niveau voilà, de la pompe. Et donc là, on est obligé d'explanter. Et souvent, on peut, là, dans ces situations, ça nous est arrivé de réimplanter dans le même temps. Si on le prend en charge rapidement et que c'est pas très, enfin, entre guillemets, c'est pas très sale, c'est-à-dire que c'est une ulcération, mais sans signe voilà, d'écoulement purulent ou autre et qu'il n'y a pas de signe systémique, on peut dans le même temps réimplanter de l'autre côté. Et c'est aussi arrivé parfois suite à un événement intercurrent, c'est-à-dire que les patients étaient hospitalisés pour autre chose et ils se sont rendus compte qu'il y avait une ulcération au niveau de la pompe. Ça peut aussi arriver. Voilà pour les infections retardées par rapport sur les pompes intratécales. Juste un petit mot sur les collections, parce qu'on est très souvent appelé, sollicité, ce qui est normal, dès qu'il y a une collection qui apparaît au niveau de la loge de la pompe, parce que voilà, est-ce que c'est une infection débutante ou est-ce que c'est autre chose? Donc autre chose, ça peut être une collection séreuse, ça peut arriver parce que parfois on fait une loge assez grande pour la pompe parce que c'est assez volumineux. Et voilà, donc il peut y avoir une collection séreuse qui se constitue en post-opératoire, mais il n'y a en général pas d'érythème ou très peu, et il n'y a pas de signe systémique et on surveille. S'il n'y a pas d'argument, en tout cas pour une infection, voilà, on fait une surveillance rapprochée, mais on ne se précipite pas pour explanter le matériel. Ça peut être aussi un hygrome, c'est très rare. Alors souvent, il y a une collection aussi, en dehors du site de la pompe, il y a une collection aussi au niveau lombaire, au niveau du site de ponction. Ça peut arriver, c'est vraiment assez exceptionnel. En général, les rares cas où c'est arrivé, alors ça peut être parce que il y a forcément une brèche quand on va ponctionner. Et certains patients, d'ailleurs, ont un syndrome post-ponction lombaire avec des céphalées positionnelles qu'on traite symptomatiques. Et une fois, ça m'est arrivé parce qu'en fait, le cathéter s'était rompu entre-temps. Et donc, quand on avait repris au bloc opératoire, puisque il y avait cette collection de LCR avec des symptômes de céphalée positionnelle, en fait, le cathéter était rompu. Et donc, c'est qui expliquait qu'il y a la brèche de LCR. Donc, voilà, c'est très rare, c'est arrivé une fois, mais ça peut arriver. Et les hématomes, bon, ça, cliniquement, c'est pas très difficile de faire le diagnostic différentiel. Juste, bien évidemment, c'est un facteur de risque de surinfection, l'hématome surinfecté. Donc, c'est pour ça qu'il faut être assez vigilant. Et s'il y a une tension au niveau de l'hématome, au niveau de la cicatrice, on peut être amené à ponctionner en faisant attention à être en conditions stériles pour soulager un petit peu la tension et pas qu'il y ait un problème de cicatrisation. Et d'ailleurs, en fait, sur les infections précoces, les hématomes sont vraiment liés qu'aux infections précoces. Donc, juste une surveillance et une vigilance supplémentaire. Les érythèmes, donc là aussi, dès qu'on voit un placard érythémateux sur le site de la pompe, on se pose la question d'une infection de pompe, mais parfois, il peut y avoir d'autres diagnostics différentiels possibles. Ce n'est pas fréquent, mais il faut y penser et puis parfois ne pas se précipiter. Juste là, c'est des exemples de patients pour lesquels on a été contacté parce que, à distance de la chirurgie, il y a eu un placard érythémateux qui s'est constitué. Donc, un des patients, celui de gauche, en fait, il est arrivé sur une infection sur sa prothèse de hanche, et c'était bien évidemment du même côté où il avait la pompe, et donc il était sous antibiotiques pour l'infection de prothèse de hanche, mais voilà, il y avait tout autour de la pompe ce placard qui s'est constitué. On a surveillé, et c'est passé en 48-72 heures, et il n'y a pas eu de contamination de la pompe. Bon, pour l'instant, chance. Une autre patiente est arrivée pareil à distance de la chirurgie avec en fait un érythème qui au début était surtout autour de la pompe et qui ensuite s'est diffusé à l'ensemble de la hanche, qui finalement a été diagnostiquée comme un érysipèle. Elle a eu le traitement adapté et ça s'est passé, on n'a pas eu besoin de l'explanter. Donc voilà, parfois dans un milieu hospitalier, on peut se permettre d'attendre et de surveiller et de ne pas forcément se précipiter. Et puis, il y a aussi des réactions allergiques. C'est rarissime, mais il y a eu un cas qui a été publié d'ailleurs conjointement avec l'équipe de Garches et la Fondation Rothschild, où c'était sur une réaction allergique. Donc, c'est exceptionnel, mais les allergies sur matériel ont été décrites
avec des symptômes qui peuvent mimer l'infection. Donc là aussi, il ne faut pas hésiter à prendre l'avis du médecin infectiologue, du dermatologue. C'était dans les suites de la pose de pompe. Et donc, après avis dermato, il y a eu un diagnostic de réaction allergique avec des tests cutanés qui ont été faits. Et la patiente a été reprise en enrobant en fait la pompe avec cette espèce de petite poche qui a permis de ne pas avoir de contact avec les tissus sous-cutanés, et ça a permis de cicatriser complètement, de résoudre l'allergie et de pouvoir garder la pompe pour la patiente. Voilà un petit peu pour les infections de pompe. Donc on va passer, alors je vais passer rapidement sur les autres types de matériel de neuromodulation, à savoir la stimulation médulaire et la stimulation cérébrale profonde. Donc là aussi, on a un taux d'infection qui est globalement de 4 à 6%, donc on aimerait bien le réduire, puisque les conséquences pour les patients sont les mêmes, à savoir principale cause d'explantation. Donc pour les patients, c'est assez terrible, parce que comme pour les pompes à baclofène, ils sont implantés, ils ont un effet, une amélioration clinique, et puis après, quand survient l'infection et qu'il faut explanter, sur le plan et clinique et psychologique, c'est très très compliqué. Souvent, c'est aussi sur le site du générateur. C'est beaucoup plus rare que ce soit sur le site des électrodes, ça peut arriver. Et par contre, contrairement aux pompes, c'est vraiment principalement les primo-implantations. Les infections sur les changements générateurs sont beaucoup plus rares. Les facteurs de risque sont globalement les mêmes. Juste une petite note sur les opioïdes. On sait que les opioïdes ont long cours, et donc principalement pour les patients douloureux chroniques qu'on va implanter pour la stimulation médulaire, c'est un facteur de risque, et donc on essaye de réduire, voire arrêter ce traitement avant de les implanter. Je ne vais pas détailler les infections aiguës parce que c'est exactement les mêmes symptômes que pour les pompes, avec la prise en charge chirurgicale qui est exactement la même, à savoir on est obligé d'explanter, faire un traitement antibiotique et à réimplanter. Juste un petit mot sur les infections retardées, parce que c'est beaucoup plus rare, mais ça peut arriver, et le diagnostic n'est pas si simple. Et donc ça, c'était un petit cas qu'on avait eu à la Fondation Rothschild et dont j'avais discuté avec le médecin infectiologue, un patient qui avait été implanté d'une stimulation médulaire pour des douleurs chroniques avec un handicap, puisqu'il avait des troubles de la marche liés à ces douleurs chroniques. La stimulation avait un bon effet donc est implanté en janvier. Cicatrisation suite simple, vraiment. Aucun problème de cicatrisation. Et au mois d'août, il rappelle pour une ulcération cutanée qui est apparue au niveau de la cicatrice de l'électrode, ce qui est rare. Il n'avait aucun signe systémique. Donc c'est l'imagerie standard. Scanner IRM ne montrait rien de particulier. Donc c'est très compliqué de savoir quoi faire, mis à part le reprendre sur le plan superficiel. Après avoir discuté avec notre infectiologue, on a décidé de faire un PET scan qui a montré en fait un hypermétabolisme au niveau du matériel de l'électrode, ce qui confirmait la contamination du matériel. Et en fait, en le reprenant chirurgicalement, on a dû l'explanter et le réimplanter plus tard. En fait, il y avait un fil à peau qui n'avait pas été bien retiré et qui s'était invaginé en sous-cutané, qui avait fait un granulome, et ça a surinfecté le matériel. Donc même très à distance, ça peut arriver. Et voilà, le diagnostic est parfois plus compliqué, mais on peut faire appel à d'autres types d'imagerie pour faire le diagnostic. Les réactions allergiques aussi peuvent arriver sur le matériel de neurostimulation. Dans la littérature, il y a 13 cas globalement rapportés avec des signes cliniques qui sont très différents d'un patient à un autre. Ça peut être aigu dans les jours qui suivent la chirurgie, comme parfois retardé plusieurs mois après. Le traitement, c'est traitement de toute allergie, corticoïde, antihistaminique, et parfois on est obligé de les reprendre parce que ça ne passe pas. Et à ce moment-là, alors maintenant, ce qu'on utilise, parce que la petite poche que je vous avais montrée pour la pompe n'existe plus, on utilise une plaque de polypropylène qui est utilisée pour les éventrations en fait, en chirurgie digestive, et ça marche heureusement très bien. Et voilà, et parfois, il peut y avoir, alors c'est pas vraiment une réaction allergique, mais une réaction à un corps étranger. Ça n'a pas encore été décrit pour les pompes, mais peut-être que ça peut arriver. En tout cas, on a eu le cas pour une patiente avec stimulation médulaire, où en fait, plus de 6 mois après la chirurgie, elle développe une espèce d'érythème tout autour du site de la pile. Voilà, et donc ça a été là aussi rapporté dans la littérature, avec en fait, à l'histologie, c'est des granulomes macrophagiques et gigantocellulaires, et c'est un peu comme une réaction à un corps étranger. Et donc là, c'est pareil, on essaye d'isoler le matériel avec une plaque. Donc voilà un petit peu les diagnostics différentiels qui peuvent survenir par rapport à l'infection. La prévention, qui est le principal moyen, outil que l'on a pour essayer de diminuer le taux d'infection. Donc les mesures standards, ce que l'on fait en pratique courante, en préopératoire, en péropératoire et en post-opératoire, ces 3 temps sont aussi importants les uns que les autres. En préopératoire, bien évidemment, on essaye de faire l'éducation du patient, à savoir qu'il comprenne bien que
Les soins de cicatrices avant et après sont importants. Contrôler le diabète et vérifier qu'il n'y a pas d'infection intercurrente, vérifier l'état dentaire, vérifier aussi l'état cutané. Souvent, voilà, en plus, c'est les patients en situation d'handicap, ils peuvent avoir voilà, un état cutané extrêmement fragile. En péropératoire, l'antibioprophylaxie est indispensable, mais c'est vraiment le temps. C'est-à-dire que c'est 30 minutes avant l'incision, ça a son importance. Si on l'a fait 5 minutes avant l'incision, ça ne va pas être efficace. Voilà. Les précautions d'usage, bien évidemment. Donc ça, c'est la technique opératoire, mais elle a son importance. Lavage au sérum physiologique, ça a été montré. En fait, ça diminue en fait, les dépôts de sang qui est autour du matériel. Et donc, toujours faire un lavage avant de refermer. Voilà. Et de préférence, en tout cas nous c'est ce qu'on utilise, des points de suture séparés et non résorbables, parce que comme ça on peut suivre la cicatrisation et retirer les fils progressivement. C'est mieux qu'un surjet. En post-opératoire, alors pour les pompes intratécales, on a un protocole conjoint avec l'équipe de Garches où il y a un alignement pendant quelques jours en post-opératoire pour éviter justement qu'il y ait une tension de la pompe sur la cicatrice. Et c'est vrai que ça a diminué le taux de reprise et d'infection. Les soins de cicatrice prolongés, l'éducation du patient, savoir s'il y a un souci avec la cicatrice, il faut qu'il nous contacte, il ne faut pas qu'il aille voir son médecin traitant ou autre. Pas de topique antibiotique, ça ne sert à rien. Et voilà, et revoir les patients précocement en post-opératoire. Les autres mesures, alors on commence en stimulation médulaire et en stimulation cérébrale profonde. On le fait systématiquement maintenant. Alors on ne le fait pas forcément pour les patients qui sont implantés d'une pompe, mais c'est à discuter. Et il y a dans une revue de la littérature qui s'est intéressée voilà, à l'intérêt de la décolonisation préopératoire. Et donc c'est mupirocine, une pommade de mupirocine que l'on met au niveau de l'orifice nasal matin et soir pendant 5 jours, et la douche à la chlorhexidine. Et il semble montrer quand même un taux d'infection qui est un petit peu moindre. Bon, le groupe contrôle par rapport au groupe avec décolonisation. C'est pas majeur, mais ça semble aider. Donc nous, on le fait. Après, les autres moyens, alors on est tous prêts à adopter des gris-gris pour essayer de diminuer le risque d'infection. Enfin, en chirurgie, on est un peu superstitieux, mais bon, ça marche pas trop. Et bon, donc voilà, les antibiotiques topiques, les pansements imprégnés de chlorhexidine, la poudre de vancomycine, les enveloppes antimicrobiennes, enfin, tout ça, ça a été testé. C'est pas montré d'intérêt significatif, donc nous, on les utilise pas en pratique courante. Un petit résumé pour conclure. Voilà. Au total, on peut dire qu'il y a à peu près 4 à 6% d'infections sur matériel, ce qui est beaucoup. Je pense qu'il faudrait qu'on arrive à réduire. Plutôt changement de pompe et plutôt pour les primo-implantations, pour les stimulateurs. L'impact clinique, comme je vous l'ai dit, c'est majeur. Les conséquences pour le patient ne sont pas négligeables. Le coût socio-économique est vraiment vigilance sur les facteurs de risque, parce que ça, c'est quelque chose que l'on peut contrôler. Comment réduire les infections, meilleure sélection, entre guillemets, préparation des patients. Ça, c'est ce qu'on fait aussi avec l'équipe de Garches, où souvent les patients, avant une primo-implantation de pompe, sont hospitalisés pour être préparés pour la chirurgie, surtout s'ils ont d'autres comorbidités, et ça a un impact. La prévention, bien évidemment. Le matériel, on sait que le type de matériel va avoir son impact sur la chirurgie. Et la formation, alors la formation, c'est continu pour moi, puisque je me rends compte qu'en 10 ans, on est amené à changer ses pratiques dans le but de les améliorer. Et que s'il y a un point qui est vraiment essentiel, c'est qu'on travaille bien avec l'infectiologue, ça c'est majeur. Enfin, quand on met du matériel, on est obligé d'avoir d'excellents rapports avec le médecin infectiologue de l'établissement, parce qu'on apprend ensemble, en fait, au fur et à mesure des situations qui se produisent. Moi, je sais qu'il y a 10 ans, quand j'étais à la Pitié-Salpêtrière, les patients, on faisait systématiquement une antibiothérapie prolongée PROS pendant 1 semaine à 10 jours en post-opératoire. Et je ne sais pas pourquoi. Et donc, c'était d'usage. Et quand je suis arrivée à la Fondation Rothschild, l'infectiologue ne faisait pas ça et c'était interdit. Je m'attendais à avoir une explosion du taux d'infection. Je n'étais pas très rassurée. Et en fait, pas du tout. Donc, parfois, voilà, il y a des écoles, il y a des dogmes, mais finalement, faut travailler ensemble pour essayer d'améliorer les infections. Merci à tous pour votre attention. Merci beaucoup pour cette belle présentation. Alors, on a quelques minutes pour des questions. Est-ce qu'il y en a dans la salle ? Et moi, j'avais 2 questions par rapport aux pompes à Durézal, vu qu'effectivement, tu soulignes bien que c'est surtout sur les changements de pompes. Est-ce que ça pourrait être une idée
d'alterner la localisation droite-gauche, si l'abdomen le permet, qu'il n'y a pas d'autres... Alors, en fait, souvent, c'est plutôt sur le cathéter que l'on va être gêné parce que la longueur qui reste n'est pas suffisante pour le passer de l'autre côté. C'est une question que je me suis posée. D'ailleurs, les patients la posent aussi souvent. Les patients, quand ils arrivent avec une cicatrice qui n'est pas très jolie de base antérieure, ils posent la question de pouvoir le mettre de l'autre côté, mais ça veut dire qu'on est obligé de reprendre le cathéter. On ne peut pas juste, avec ce même cathéter, aller de l'autre côté. Donc, ça veut dire qu'il faut reprendre l'incision aussi au niveau lombaire et changer la partie distale du cathéter, ce qui rallonge un peu la chirurgie. Donc voilà, on le fait pas en pratique courante, mais peut-être que pour certains patients, la question se poserait, en effet. Et ma deuxième question sur la cohorte des 300 pompes entre 2017 et 2024, combien ont eu plusieurs infections? Parce qu'on a en tête quelques patients qui, malgré les 3 mois, etc., se réinfectent et finalement, on ne peut pas les réimplanter. Et ça, je pense qu'il y en a très très peu, mais est-ce qu'on sait à peu près combien il y en avait? Je ne me souviens pas. Moi, je vois par rapport à la Fondation Rothschild, nos patients, ceux qui se sont réinfectés après une réimplantation, il y en a 0, entre guillemets. Ce qui s'est plutôt produit, c'est qu'il y a eu l'explantation, le traitement antibiotique pour 2 patients n'avait pas permis de traiter. On a été obligé de les reprendre parce qu'il y avait un abcès qui s'était à nouveau constitué au niveau de la loge. Ça, c'est arrivé, c'est rare. Mais après, les patients, une fois qu'ils ont été réimplantés, en général, les suites sont favorables. Christine. Oui, bonjour Christine Laurence, moi je suis PH en hygiène. La question c'est, est-ce que vous avez essayé de réfléchir au maintien plus long du matériel? Parce que vous disiez qu'effectivement les infections c'était plutôt sur des secondes, troisième implantations. Alors c'est des sujets qu'on a pour d'autres dispositifs, d'essayer de les maintenir plus longtemps finalement quand tout va bien. Et la question c'est, qu'est-ce qui fait qu'on est obligé de les changer au bout de 7 ans? Est-ce qu'on peut améliorer la technologie pour les maintenir plus longtemps? Oui, en fait, pour les pompes, c'est 7 ans parce qu'il y a la petite pile dans le moteur de la pompe. En fait, voilà, l'industriel a dit c'est 7 ans de durée de vie de cette pile et après, ils sont plus en mesure d'assurer qu'elle ne va pas s'arrêter du jour au lendemain. Donc, on la change pour éviter l'interruption brutale et le syndrome de sevrage. Mais c'est vrai que voilà, si on pouvait amener ça à 10 ans, ça serait bien. Ça a été le cas pour les stimulateurs, parce que maintenant, il y a des stimulateurs qui sont rechargeables. Et donc, donc maintenant, c'est plutôt 10 ans à 12 ans au lieu de tous les 3-4 ans auparavant. Mais pour les pompes, ça reste 7 ans. Alors, il y a la nouvelle pompe qui va arriver, Synchroma 2, mais je ne suis pas sûre qu'ils aient changé la durée de vie de la pompe. Mais ça peut être un argument, en effet, pour limiter le nombre de changements pour un patient. Et puis alors l'autre chose, moi je ne connais absolument rien, mais vous disiez que le changement de côté posait problème du fait de la longueur du cathéter. Sauf si on reprend tout. Est-ce qu'on peut imaginer qu'à la première pause, le cathéter, je sais pas, il y a un tour supplémentaire, on va dire, qui permette à la pause suivante de le rallonger? Alors, c'est une bonne question. En fait, si on laisse le cathéter trop long, il peut se plicaturer et faire de la fibrose. Et parfois, d'ailleurs, quand on change la pompe, on voit, il y a tout un emmaillement du cathéter avec de la fibrose. Et honnêtement, c'est pas si simple. Et c'est très variable d'un patient à un autre. Il y a certains patients qui ont très, très peu de fibrose et la dissection se fait en 2 minutes, et certains autres patients, la paroi, même la capsule autour de la pompe est calcifiée en fait. Ça m'est déjà arrivé, mais elle avait vraiment calcifié dur, et c'est compliqué. Donc c'est vraiment, et c'est pas quelque chose que l'on peut anticiper vraiment en préopératoire. C'est pas évident. Donc, Et puis la dernière chose sur la maîtrise des infections en péropératoire, ce qui est important, c'est aussi la désinfection chirurgicale des mains du chirurgien. Bien sûr. Et la préparation dans la prévention, oui. Péropératoire, oui, parce que... Excusez-moi, je suis obsessionnelle. Ah non, mais vous avez tellement raison. Mais parce que je vous dis même, je vous donne raison, parce qu'il y a même encore quelques mois, quand on a refait des audits, parce qu'on passait la certification, on s'est rendu compte qu'il y avait encore certains chirurgiens qui pensaient que l'alliance, ça comptait pas. Je ne sais pas pourquoi, ils pouvaient garder l'alliance. Donc, il y a encore des espèces de mythes qui perdurent. Donc, oui, je suis d'accord avec vous. On ne le dit jamais assez. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Sinon, moi, j'ai un commentaire. Aya. D'abord, merci beaucoup pour le travail et puis le travail collaboratif qu'on a réussi à réaliser, parce que je pense que c'est vraiment des niches. On n'a pas beaucoup de données dans la littérature, et je pense que c'est une des plus grosses séries qu'on a réussi à réaliser ensemble. J'ai vu qu'il y avait des nouvelles données. Juste un commentaire, parce qu'effectivement, tu dis 4-6%, c'est beaucoup. Alors, c'est toujours beaucoup quand on s'infecte. Quand on compare et qu'on discute avec Ellen Stekay, qu'on fait pas mal dans les néoplasies et des pompes à morphine, en fait, on a l'impression qu'on est relativement bas et que finalement, cette crainte d'avoir quand même
du matériel chez des paras qui font des bactéries de répétition à point de départ urinaire, un matériel qui va dans le rachis, on est très inquiet initialement. Quand on les posait, enfin, nous, infectiologues, on était paniqués. Et en fait, ces résultats, ils sont plutôt rassurants, malgré tout. Je ne dis pas que 86%, c'est rien. La deuxième chose, c'est que, et c'est très important, je trouve, dans ton topo, c'est que je crois qu'il y a une méningite dans la série. Oui, c'est donc c'est rien. C'est exceptionnelissime. Ouais. Et il y a beaucoup de diagnostics différentiels qui peuvent donner le change. Et donc, peut-être qu'un des messages, c'est qu'on peut se donner un peu de temps et qu'il n'y a pas besoin de se jeter systématiquement au vu des conséquences, notamment sur l'hyperspasticité, etc. Je ne sais pas quelle est votre avis. J'ai l'impression que tu le dis bien, c'est-à-dire qu'effectivement, parfois, il faut juste qu'on évalue le malade, qu'on le suive et qu'il n'y a pas besoin de forcément se jeter parce qu'ils ne font pas tous la méningite nosocomiale et c'est plutôt exceptionnel. Tu es d'accord avec Oui, complètement. Oui, bien sûr. La deuxième chose, c'est que merci beaucoup pour l'allusion aux infectiologues, mais je crois que, comme disait Christine, elle l'a souligné, en fait, c'est que c'est surtout un truc de risque infectieux et d'hygiène et bien sûr un peu d'infectiologue, mais beaucoup de risques infectieux. Et la troisième chose, c'est peut-être sur la stratégie chirurgicale. C'est vrai qu'on a toujours tendance à tout enlever, à réimplanter. On a fait ça longtemps en orthopédie, si on fait l'analogie. Maintenant, on fait du 1 temps en orthopédie, c'est-à-dire qu'on enlève la prothèse et on la remet tout de suite. Donc, ça serait peut-être une possibilité. Et la deuxième question, après je te laisse répondre, c'est est-ce qu'on ne pourrait pas avoir une stratégie où on n'enlève qu'une partie? On voit qu'avec le PET scan, on arrive peut-être à localiser des zones infectées, ce qui permettrait de ne pas avoir tout enlevé, encore une fois, pour que le geste soit moins lourd. Voilà. Donc, deux questions. Est-ce qu'on peut faire du 1 temps? Et est-ce qu'on peut faire de l'ablation partielle guidée par un examen qui serait le PET scan, à ton avis? Oui, alors en un temps, je pense que oui. Je pense que probablement, tout dépend de la clinique et voilà, s'il y a des signes systémiques ou pas, ça c'est sûr. Mais je pense que certains patients, en effet, où c'est superficiel, on peut faire du un temps, plutôt que de laisser, entre guillemets, évoluer, on peut réimplanter assez rapidement de l'autre côté sous couverture antibiotique. Je pense que c'est tout à fait faisable. Retirer qu'une partie du matériel en laissant, moi, je suis toujours gênée parce que, en fait, sur le matériel de stimulation, c'est des extensions. Là, il y a quand même un cathéter avec du LCR et donc qui est connecté directement en intratécal. Donc là, je serais plus gênée pour laisser, même en ligaturant le cathéter, de laisser une potentielle risque de brèche, mais pas d'écoulement de LCR. Donc autant en un temps, je pense que oui, on peut essayer de moins se précipiter si les signes systémiques sont relativement frustres. Faire retirer une partie du matériel, on y réfléchira secondairement. Et dernier point, qu'on a regardé un peu les durées de traitement en cas d'infection qui sont rares, elles sont très variables. Oui. On a l'impression qu'on n'a pas de bénéfice au-delà de 14 jours. Est-ce qu'il y a des procédures? Est-ce qu'il y a des standards chez vous? Alors oui, j'en ai rediscuté en plus tout récemment avec notre infectiologue Benjamin Levasseur. Et oui, c'est plutôt 14 jours, ça c'est obligatoire. Et après, je ne suis pas sûre qu'il y ait un bénéfice. Tout dépend du type de germe. Mais je pense qu'on n'est pas obligé de faire une antibiothérapie prolongée. Au contraire, si ce n'est pas nécessaire, vaut mieux limiter au strict nécessaire. Merci beaucoup. Merci. J'avais juste une question aussi. Est-ce qu'on sait combien d'infections passent juste avec des antibiotiques sans explantation? Nous, dans notre série, on les a tous explantés. Ouais. Alors, dans la littérature, quand c'est superficiel, je sais qu'il y a certains protocoles avec des questions hyperbares et tout, mais ça pose le problème de l'accès et puis c'est très très long pour le patient. Mais nous, dans notre série, c'est vraiment plutôt explantation. Alors, on a essayé pour certains patients de ne pas explanter. On a fini par explanter 4 mois plus tard. Donc, c'est plus une perte de temps finalement. Donc, on est un peu... Mais je pense que l'option de refaire de l'autre côté serait, à mon avis, plus intéressante. Mais je crois que c'est une leçon du papier. C'est qu'effectivement, si on enlève, il ne faut pas faire de traitement médical seul. On avait l'impression. Oui, tout à fait, exactement. Le traitement médical seul ne suffit pas au bout d'un moment. Dès qu'on arrête les antibiotiques, l'infection revient. Par contre, si c'est vraiment localisé, réimplanter dans le même temps de l'autre côté. Ça, c'est plutôt ce que je retiendrai en effet du travail qui a été fait. L'autre chose qu'on peut retenir du papier, c'est aussi qu'il faut vraiment préparer les patients au moment du changement de pompe. Parce que c'est un moment qui est sensible et peut-être qu'être particulièrement vigilant s'il y a une modification d'état nutritionnel, un mauvais équilibre de la vessie neurologique ou des complications cutanées, peut-être effectivement être vigilant. Sur le plan global, être très très vigilant à ce moment-là. Oui, tout à fait, je suis d'accord et c'est peut-être pas spontanément ce qu'on a tendance à faire parce qu'on se dit c'est juste un changement, on reprend juste une cicatrice et en fait non, finalement c'est assez sensible et peut-être qu'on est très vigilant sur les primos et pas suffisamment sur les changements. Et la microbio, c'était surtout du Staph et Bacille Gram-Neg.
Il n'y avait pas de profil microbiologique spécifique. Au début, on disait que du staph parce que c'est cutané, puis il y avait l'autre partie de l'équipe qui disait ça va être que des BGN, c'est infection urinaire. Finalement, c'était Ça a été moitié-moitié. Et même exactement sur la ça. présentation clinique, il y avait majoritairement des présentations locales, très peu de présentations systémiques. Oui, beaucoup plus rares. Ouais. Est-ce qu'il y a Merci. des questions, d'autres questions? Ah, oui. Bonjour, docteur Damy de l'hôpital maritime à Berck. En fait, j'ai une question. Est-ce qu'il y a des infections post-remplissage? Parce qu'on est confronté au remplissage. Et est-ce qu'il y a un risque d'infection pendant le remplissage? Et je sens que j'ai une petite expérience de quelques remplissages qu'on fait à l'hôpital. Les protocoles de désinfection avant remplissage sont très différents d'un hôpital à un autre. Oui. Il y a ceux qui vont mettre un caton bétadine, d'autres qui vont le faire en position assise rapidement avec une infirmière. Donc, y a-t-il un protocole à identifier pour la désinfection? Une deuxième question, quand vous avez une infection sur pompe, chez des patients blessés médulaires qui ont du matériel d'ostéosynthèse, d'arthrodèse, il n'y a pas de contamination de l'autre voilà, matériel. la question, est-ce que... Non, oui, en général, il n'y a pas. En tout cas, pas à ma connaissance. Non, ça ne dissémine pas, ça ne contamine pas les autres matériels. Okay. Et pour les remplissages, alors nous, à la Fonda, honnêtement, alors nous, on fait les 4 temps bêta-dîner, mais bon, parce que, voilà, en tant que chirurgien, on a un peu l'habitude. Je sais que si on est chirurgien ou anesthésiste, ce n'est pas tout à fait les mêmes protocoles. Mais après, voilà, si on le fait avec des conditions d'asepsie rigoureuses, je pense que c'est le plus important. Et nous, on n'en a pas. J'ai jamais vu. Est-ce qu'à Garches, vous en avez vu? Je ne crois pas. Honnêtement, à ma connaissance... j'ai pas fait la littérature dessus, j'avoue, sur les infections suite à un remplissage, mais je pense que à mon avis, ça n'existe pas. C'est tellement rare. Ah, Kamel, peut-être? Ah, peut-être, oui. Une expérience? Voilà, ça confirme, merci. Ou en tout cas, pas diagnostiqué, parce que parfois on voit d'infection à staph et on ne sait pas bien. Mais c'est fait que ce n'est pas un événement qui est fréquent, quoi. Et Non, après, nous, on n'est jamais appelé par vous en disant il y a eu un remplissage dans les 48 heures, il fait la septicémie, ça c'est sûr. Pour un non-chirurgien, le changement de pompe ou la pose d'une pompe, c'est combien de temps en termes de... Une pose de pompe, c'est à peu près 45 minutes. Parce qu'on fait la scopie, c'est surtout ça. Et la montée de cathéter, le geste est très simple, mais parfois en fonction des patients, le cathéter se monte plus facilement que d'autres. Voilà, il y a toujours le temps de scopie, mais sinon, et pour le changement de pompe, là c'est très variable, ça va de 15 minutes à 45 minutes si c'est très calcifié et avec beaucoup de fibrose, parce que ce qu'on ne souhaite pas, c'est couper le cathéter, donc on va un peu doucement. Mais voilà, mais moi, en gros, je dirais 20 minutes pour un changement de pompe et voilà, 3/4 d'heure, moins d'1 heure pour une pause de pompe. Du coup, ça semble relativement court, en tout cas pour un non-chirurgien, et Exactement. ça supporte un peu le fait qu'on fasse le changement systématique d'emblée, systématiquement. Oui, tout à fait, bien sûr. Merci.